Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, on interviewe Katia Astafiev, biologiste, voyageuse, vulgarisatrice scientifique et autrice. Il se trouve que dans son dernier livre, intitulé Par les chemins des Indes, paru aux éditions Paulsen en mars 2025, elle raconte la vie aventureuse de Victor Jacquemont, explorateur français du 19e siècle, un petit peu tombé dans l'oubli, ce qui est fort dommage parce que sa vie, digne d'un roman, l'a mené jusqu'aux confins de l'Himalaya. Bonjour Katia Astafiev, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes déjà passé sur nos ondes, mais pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis Katia Stafiev, je suis autrice, je suis voyageuse, je suis biologiste de formation et je me suis spécialisée en communication scientifique et technique pour partager des choses sur la science, sur les connaissances et sur les plantes en particulier, puisque les plantes sont devenues un de mes sujets de prédilection. Et j'ai écrit un certain nombre de livres qui parlent de botanique, qui parlent de voyage, hein, puisque c'est mon autre spécialité. Mon best-seller, si je puis dire, ça s'appelle Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Et le tout dernier, où je suis partie sur les traces d'un botaniste explorateur en Inde. Et là, je mixe un peu toutes mes différentes passions pour le voyage et pour l'histoire de la botanique. Et dites-nous, comment est-ce que vous avez rencontré, si l'on peut dire, le botaniste Victor Jacquemont ? J'ai découvert le botaniste Victor Jacquemont en m'intéressant à l'histoire des grands botanistes explorateurs des siècles précédents qui risquaient leur vie, hein, souvent pour aller découvrir de nouvelles plantes ou de nouvelles espèces en général. Et je me suis intéressée à une région du monde bien particulière que je ne connaissais pas trop, qui est l'Himalaya tout simplement, hein, donc c'est aussi une zone très vaste. Et je me suis pas mal documentée sur les explorateurs qui étaient partis dans cette région-là. Et je suis tombée sur Victor Jacquemont, un personnage qui est un petit peu tombé dans l'oubli. Et plus je lisais des choses sur lui, plus je trouvais que sa vie était absolument passionnante. Étant donné que sa vie était très romanesque, c'était le candidat idéal pour un récit de voyage. Et donc, j'ai décidé de partir sur ses traces pour raconter sa vie, mais en comparant un petit peu avec l'évolution du pays dans lequel il est allé, puisqu'il a exploré l'Inde pendant 3 ans et demi. Et donc, qui est Victor Jacquemont ? Racontez-nous un petit peu. Victor Jacquemont est un botaniste et explorateur français, né à Paris en 1801 et décédé en Inde en 1832. Donc, il avait exploré tout le continent indien, de Calcutta jusque dans l'Himalaya. Il avait été envoyé par le Muséum de Paris pour découvrir de nouvelles espèces, pour les collecter et pour enrichir les connaissances de cette région encore assez méconnue pendant cette période-là. Donc, il est parti à l'âge de 28 ans en navire, faire un grand tour du monde, hein, avec différentes escales dans différents pays, aux îles Canaries, au Brésil, en Afrique du Sud, à l'île Bourbon, pour arriver à Calcutta, une ville dans laquelle il est resté quelques mois. Puis il est parti avec une petite escorte, traverser toutes les plaines du Gange pour arriver jusqu'au contrefort de l'Himalaya. Et il a exploré vraiment cette région montagneuse qui n'était pas encore très très connue des botanistes de l'époque. Donc, pendant toutes ces années, il a collecté énormément d'échantillons. Il a fait des planches d'herbier qui ont été ensuite ramenées en France. Il a aussi observé des animaux. Il s'est intéressé à la géologie aussi. Et il s'est intéressé énormément au pays et aux gens qu'il croisait, qu'il rencontrait. De sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, il a rencontré toute une galerie de personnages parfois assez hauts en couleur. Avant de partir en Inde, déjà, il s'était lié d'amitié avec des gens comme Prosper Mérimée, comme Stendhal. Donc, il avait en plus une plume très, très intéressante. Il écrivait énormément.
Donc, au cours de son voyage, il a rédigé un journal qui est resté très important, avec plus de 1 000 pages d'observations, où il racontait toutes ses journées, tout ce qu'il observait, tout ce qu'il découvrait. Et il a aussi laissé des correspondances très intéressantes. Et à sa mort, son ami Prosper Mérimée a fait en sorte que ces lettres soient éditées déjà. Et ça a donné 2 volumes de correspondances qui sont vraiment passionnantes à lire. C'est très, très bien écrit, c'est plein d'humour. Et c'est vraiment très, très riche d'informations sur la vie en Inde à l'époque et puis sur toute la vie culturelle de l'époque. Est-ce que les botanistes étaient nombreux du temps de Victor Jacquemont? Le métier de botaniste s'est beaucoup développé à partir du XVIIIe siècle, bon, déjà un peu avant, bien sûr, mais au XVIIIe, XIXe siècle, c'est la période des grandes explorations. Donc, on a connu des grands navigateurs qui partaient au bout du monde découvrir de nouveaux continents. Et parfois, à bord, on emmenait des scientifiques, des botanistes, des médecins, pour vraiment observer vraiment le monde qu'on allait découvrir et pour collecter des informations. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau avec Victor Jacquemont, hein, mais par contre, on était un peu dans l'âge d'or de ces grandes explorations botaniques. Tout était à découvrir. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi Victor Jacquemont s'est particulièrement intéressé à la botanique alors qu'il avait tant d'autres cordes à son arc? Alors, pourquoi Victor Jacquemont s'est mis à la botanique? C'est un petit peu dû au hasard de la vie. Il venait d'une famille quand même assez privilégiée, hein. Son père était philosophe, assez connu dans son temps. Il fréquentait les salons parisiens, donc il rencontrait beaucoup de monde. Donc il était déjà issu d'un certain milieu intellectuel et il s'est lancé dans des études scientifiques. Et il lui est arrivé une petite mésaventure à l'âge de 17 ans. Pendant des travaux pratiques de chimie, il a eu un petit accident, une fiole est tombée et il a respiré un gaz très toxique. Donc il a été très malade et son père a eu la bonne idée de l'envoyer à la campagne chez le général Lafayette. Il était dans un château, dans un endroit un petit peu isolé. Comme il n'avait pas énormément de choses à faire de ses journées, il a commencé à se promener dans les environs, à observer tout simplement tout ce qui l'entourait. Il allait dans les champs, dans la forêt, et il s'est mis comme ça à herboriser, à collecter des plantes, à essayer de les identifier, à les observer. Et il s'est pris de passion pour cette discipline. Donc, il a poursuivi dans des études scientifiques. Il a fait des études de médecine, notamment. Hein, donc, il s'intéressait vraiment beaucoup à l'humain. Mais il s'est pris de passion pour ce monde végétal, qui est toujours d'ailleurs en partie encore mystérieux. Donc, il a étudié avec les grands botanistes de son époque. Et sa carrière, finalement, a aussi démarré suite à un accident, un petit accident de la vie, si on peut dire. Hein, donc, après son accident de chimie, il lui est arrivé une mésaventure qui arrive souvent à beaucoup de gens dans la vie. Il a eu un gros chagrin d'amour. Il était très amoureux d'une cantatrice. Et puis, la belle cantatrice, voilà, n'a pas souhaité vivre une grande aventure avec lui. Donc, après un certain temps, il a commencé à tomber dans une dépression. Et un de ses frères lui dit, écoute, là, faut faire quelque chose, faut bouger, pars en voyage, ça te fera du bien. Et il lui a proposé de partir aux États-Unis. Et là, avec les contacts qu'il avait déjà un petit peu auparavant, il a pu voyager au nord-est des États-Unis, dans la région de New York, jusqu'au Canada, jusqu'aux chutes du Niagara. Et là, il a fait énormément de botanique. Au retour, il est passé par Haïti où il avait un autre frère et c'est à ce moment-là qu'il a reçu un courrier de Paris lui proposant de partir en expédition en Inde. On avait vu que c'était un brillant jeune homme, qu'il était très vif d'esprit, qui s'adaptait beaucoup à toutes sortes de situations, qu'il était très cultivé et qu'il avait déjà de fortes connaissances en botanique. Donc c'était le candidat parfait pour partir au bout du monde, découvrir de nouvelles espèces. Et même s'il savait que parfois les conditions d'exploration pouvaient être difficiles, il était persuadé que il ne lui arriverait jamais rien. Il s'en est bien sorti, hein. Un jour, il est tombé de cheval dans un ravin. Voilà, il a réussi à s'en sortir. Il s'est fait attaquer par des bandits. Il a eu le choléra. Enfin, il a eu des tas de choses. Et au final, pas de chance. Un peu avant le retour, là, il est tombé gravement malade et il n'est malheureusement pas revenu. Est-ce que le métier de botaniste a beaucoup évolué à travers les siècles? J'imagine que l'observation du vivant sur le terrain, vraiment, reste la base. Ça, c'est quand même un peu la base de la botanique, hein. C'est des espèces vivantes, c'est du vivant. Donc, il faut aller voir sur le terrain, il faut collecter, il faut observer avec une petite loupe
D'ailleurs, les outils du botaniste n'ont pas changé vraiment depuis 200 ans, hein. Il faut regarder déjà, regarder les détails de chaque partie des fleurs, des feuilles, surtout des fleurs. Et donc, voilà, c'est un travail vraiment d'observation. Donc, ça nécessite une grande curiosité, de la méthode aussi, hein, identifier des espèces d'après certains critères, de la patience, hein, collecter, faire sécher, étiqueter, préparer ses herbiers. Donc, ça demande aussi du soin, de la minutie. Et puis, pour partir comme il le faisait comme ça au bout du monde, alors ça, c'était pas donné à tout le monde, hein, il fallait une bonne santé déjà, puisque dans beaucoup de pays, notamment l'Inde, le climat était parfois un petit peu insalubre, hein, très humide, donc avec toutes les maladies, les fièvres tropicales qu'on pouvait imaginer. Donc, il fallait quand même avoir une sacrée santé, une capacité d'adaptation, bien sûr, hein, puisque voilà, les gens partaient dans des pays dans lesquels on ne connaissait pas grand monde et on ne connaissait rien du mode de vie, de la culture, ou en tout cas on connaissait peu de choses. Et en même temps, c'est ça qui est absolument fascinant quand on pense à ces explorateurs d'un autre temps. Ils partaient des fois avec vraiment pas grand-chose et puis ils vivaient des aventures quand même absolument extraordinaires, hein. Maintenant, évidemment, on a des cartes, on a des GPS, on part en avion. Voilà. Donc on ne voyage plus tout à fait de la même façon qu'à cette époque-là, c'est sûr. C'est fou de penser que les collections d'herbes en fait de Victor Jacquemont sont encore accessibles aujourd'hui. Quelle était la technique pour préserver les herbiers à l'époque? Pour conserver les herbiers, pendant très longtemps, on utilisait ce qu'on appelle simplement du poison, hein. Alors, d'ailleurs, Jacquemont le dit avec humour, je vais empoisonner mes spécimens. Donc, il utilisait de l'arsenic, des molécules très toxiques qui tuaient effectivement les petites bêtes, les parasites qui pouvaient manger et endommager les planches collectées. Alors maintenant, on travaille un peu différemment, hein. On va congeler les planches, hein, à -20 degrés, quelque temps, hop, ça va tuer tous les petites bestioles. Voilà, Jacquemont n'est pas parti avec un congélateur. Donc, c'était les méthodes à l'ancienne, hein. Donc, voilà, c'est quand même des substances très, très toxiques, hein, mais il n'y avait pas vraiment de choix à cette époque-là. Si on voulait pouvoir conserver les échantillons. Et d'ailleurs, c'est quand même formidable, hein, de se dire que tous ces échantillons qui viennent quand même d'un pays tropical où on a parfois des fortes pluies, des taux d'humidité très très forts, ils ont pu être bien conservés, ils ont pu être ramenés et 200 ans après, ils sont toujours en état tout à fait correct, hein. Donc ça, c'est quand même assez formidable, hein. Oui. Est-ce que l'enseignement de la botanique a beaucoup évolué? Alors l'enseignement de la botanique au XVIIIe siècle, par exemple, et puis aujourd'hui, n'a pas tellement changé sur un certain nombre de choses, hein, puisque c'est une science liée à l'observation. Donc encore aujourd'hui, les étudiants qui font de la botanique doivent faire un herbier. Donc sortir, se promener, entre guillemets, dans la nature, observer les plantes, les collecter, essayer de les identifier, donc de leur donner un nom, de voir dans quelle famille, quel genre, quelle famille elles appartiennent et essayer vraiment de les reconnaître, hein, à partir d'un certain nombre de critères, hein, qu'on appelle des clés de détermination. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas tellement évolué. Ce qui a un petit peu changé, c'est que maintenant, pour les étudiants qui vont faire des études de biologie végétale, de plus en plus, on va travailler sur des choses beaucoup plus pointues. On va faire de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, étudier la biochimie des plantes, étudier les réactions. Par contre, ce qui était intéressant avant, c'est que les gens avaient une connaissance souvent beaucoup plus encyclopédique. Avant, on parlait des savants, puisque les gens s'intéressaient à énormément de domaines, à énormément de disciplines complémentaires et avaient une connaissance très générale du monde. Ils étaient moins hyper spécialisés comme on l'est aujourd'hui, mais ils étaient vraiment pluridisciplinaires. Katia Astafiev, que diriez-vous que tous ces botanistes ont apporté au monde d'aujourd'hui? Tous ces grands botanistes explorateurs, au cours de leurs expéditions à travers le monde, ont apporté beaucoup de choses sur notre connaissance du monde à l'époque et du monde actuel. Ils sont partis, ils ont observé, ils ont écrit, ils ont noté, ils ont enregistré un tas d'informations qu'ils ont transmis, qu'ils ont ramenées. Donc, ça a été un peu les précurseurs dans les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. Et dans le cadre de la botanique, pourquoi les gens partaient en mission botanique? Alors, c'était pour deux raisons principales, hein. Une raison de connaissance
pur pour le savoir, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, hein, c'était quand même encore très, très mystérieux. Et puis, il y avait aussi des raisons beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pragmatiques dans le cas des plantes, c'est qu'on cherchait des nouvelles ressources, des plantes qui soignent, des plantes qui nourrissent, des plantes qui peuvent avoir un intérêt vraiment économique. Donc, ça a été le cas. Après, il y a eu d'ailleurs tout un développement d'instituts botaniques et coloniaux où on partait dans d'autres régions pour vraiment trouver des ressources de manière très, 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 très concrète, quoi. Voilà. Quelles sont les plantes qui ont été nommées d'après Victor Jacquemont? Donc, Victor Jacquemont a collecté environ 5000 espèces de plantes qui ont été rapportées au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et qui ont été identifiées et nommées après sa mort par les botanistes qui ont pu travailler sur toutes ces collections. Et un certain nombre d'espèces ont été nommées vraiment en son hommage. Donc, quand on retrouve ce mot Jacquemonti, ça veut dire que c'est une espèce qu'il a observée ou découverte. Mais en tout cas, je me suis amusée effectivement à faire la liste à la fin du livre des plantes nommées en hommage à Jacquemont. C'est une façon de lui rendre hommage aussi. Et puis, ça montre un peu la diversité des espèces qu'il a pu collecter. Alors, ça peut être des arbres comme un bouleau, par exemple, hein, le bouleau de Jacquemont. Donc, on connaît tous les bouleaux. Donc, lui, il a pu observer une espèce de bouleau de l'Himalaya, hein, qui ne pousse que là-bas. Il a observé des rhododendrons. Il y a un noisetier qui s'appelle genre le noisetier de Jacquemont. Ah, donc, c'est pas des espèces qui sont forcément très connues pour nous, mais qui sont importantes au niveau de la flore locale. Connaître, c'est la base, hein. On parle de protéger l'environnement, mais il faut encore avoir une idée de ce qui existe, hein, pour pouvoir faire des inventaires et avoir une idée de l'évolution de la flore d'une région. Quelle est l'aventure de la vie de Victor Jacquemont qui vous paraît la plus romanesque? Alors, Jacquemont a eu la chance d'explorer le Cachemire, une région qui n'était pas du tout connue à l'époque. Alors, à cette période-là, l'Inde faisait encore partie d'un tout, hein. Le Pakistan n'existait pas. Et donc, il existait une grande région qui n'était pas divisée, qui était le Pendjab. Et Victor Jacquemont, quand il est arrivé, ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu la frontière avec le Pakistan, il a fait une rencontre extrêmement importante qui lui a permis de rentrer sur ces territoires qui n'étaient pas trop trop connus et qui à l'époque étaient un peu préservés des Anglais qui étaient donc on était en pleine période des colonies anglaises et toute cette région du Pendjab était gouvernée par un grand Maharaja qui est resté très célèbre qui s'appelle le Maharaja Ranjit Singh, je suis pas sûre de bien prononcer mais en tout cas c'était un grand guerrier qui est vraiment extrêmement célèbre en Inde, hein, on le trouve dans tous les musées, enfin c'est vraiment une personnalité atypique et importante dans l'histoire de l'Inde. Et Jacquemont a eu la grande chance de pouvoir le rencontrer. Ce grand Maharaja, qui était un guerrier qui n'était pas toujours très commode et qui avait réussi à résister aux Anglais. Hein, justement, les Anglais ne mettaient pas un pied là-bas. Par contre, quand Jacquemont est arrivé, il était français, donc il était neutre, hein, il venait juste chercher des plantes, il ne se mêlait pas des histoires du pays. Et donc, il a été très, très bien accueilli. Et le Maharaja l'a pris un peu sous son aile, ce qui est un petit peu amusant, hein, d'imaginer un des plus grands guerriers de tous les temps qui se prend d'affection pour un petit botaniste qui vient juste comme ça chercher des fleurs. D'ailleurs, Jacquemont raconte dans ses écrits, dans ses lettres et dans son journal de voyage comment s'est passée cette rencontre et il retranscrit tout un dialogue avec ce Maharaja qui est assez amusant. Le Maharaja surnommé Jacquemont le Platon du siècle, parce qu'il avait remarqué que c'était quelqu'un de très cultivé, un peu philosophe, et Jacquemont surnommé le Maharaja le Napoléon de l'Orient. Et donc, ces deux personnages ont eu vraiment des dialogues très amusants. Le Maharaja lui a posé des tas de questions sur la France, sur les Anglais, sur Dieu, sur la botanique, enfin, sur des tas de sujets très, très variés. Et il lui a permis d'entrer sur ce territoire du Cachemire. Donc là, Jacquemont a pu aller explorer vraiment les montagnes dans des endroits assez sauvages et pas connus. Et puis, à un moment, le Maharaja l'a fait revenir. Il a envoyé quelqu'un pour lui dire, ah, faut revenir à Lahore, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, donc Jacquemont est revenu à Lahore et le Maharaja l'a reçu dans son palais et lui a dit, est-ce que vous voulez être vice-roi du Cachemire? Voilà. Donc, demande aussi assez insolite. Bon, finalement, il n'a pas accepté, hein. Jacquemont, lui, ne voulait pas être roi, il voulait juste être botaniste. Et donc, il a refusé cette proposition et il a continué sa route pour continuer à découvrir de nouvelles espèces. Katia Stafiev, je vais un peu ouvrir le sujet, mais quels sont selon vous les plus beaux jardins botaniques au monde?
dans le monde entier, il y a beaucoup de jardins botaniques et j'ai eu la chance d'en visiter plusieurs et notamment un coin que Jacquemont a découvert aussi. Hein, quand il est parti jusqu'en Inde, il a donc fait différentes escales et il s'est arrêté en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays absolument extraordinaire pour sa flore. C'est ce qu'on appelle un point chaud de la biodiversité, un hotspot de biodiversité. Et il y a une flore méditerranéenne absolument incroyable avec des espèces uniques au monde qu'on ne trouve que en Afrique du Sud. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de passer au jardin botanique de Kirstenbosch à Cape Town. Et c'est un site déjà absolument magnifique, c'est grandiose au pied de la montagne de la Table. Et il n'y a uniquement que des plantes d'Afrique du Sud. Rien qu'avec les espèces locales, c'est absolument incroyable. Il y a ces fameuses grandes protéacées qui sont spectaculaires. Il y a les petites plantes cailloux qui viennent des déserts à côté. Enfin, voilà. Et puis, il y a un autre jardin qui est quand même aussi impressionnant, dans lequel Jacquemont a passé énormément de temps, c'est celui de Calcutta. Il y a aussi un très, très grand jardin botanique. Et une de ses particularités, c'est qu'on y trouve un arbre assez incroyable, qui est le grand banyan de Calcutta. Alors, les banyans sont des arbres qui peuvent être très spectaculaires. Hein. Alors, il en existe pas mal d'espèces et ils se caractérisent par leurs racines échasses hein, qui descendent des branches. L'arbre de Calcutta est tellement grand qu'on dirait une forêt. À lui tout seul, il mesure la surface de 2 terrains de foot. Donc, c'est quand même très, très spectaculaire. Et c'était assez émouvant de passer par là-bas et de se dire que Jacquemont avait vu cet arbre et que 200 ans après, je le vois, il est toujours là, il est encore plus grand, il est toujours vraiment grandiose. Donc, ça, c'est des moments impressionnants. Ouais. Katia Astafieff, avez-vous un dernier message pour nous? Continuer à avoir cette envie de découvrir le monde. Il y a tellement de belles choses autour de nous, hein. Il y a beaucoup de choses très sombres, malheureusement, aussi dans l'actualité. Mais la botanique, le voyage et la découverte du monde, c'est quelque chose qui reste assez merveilleux, je trouve, hein. Prendre le temps, avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, je trouve que c'est toujours une grande source d'enrichissement pour tout le monde. Et de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, tout ce vivant, hein, alors que ce soit dans le voyage, mais même autour de nous. Hein. Victor Jacquemont a commencé à herboriser, à découvrir la botanique simplement autour de sa région, dans un parc en France, sans aller bien loin, en se promenant dans les bois, dans les champs. Il a déjà observé des tas de choses, ça l'a fasciné, ça l'a émerveillé et il a eu envie d'en savoir plus. Donc c'est ça que j'aurais envie de dire, de continuer à s'émerveiller du monde végétal et de tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup, Katia Astafieff, pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. Ça donne envie d'ouvrir grand les yeux et de se plonger dans les admirables mystères des plantes. Merci vraiment. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt.